Il y a de nombreuses dates qui resteront à jamais gravées dans l'histoire de l'UFC. Le 5 avril 2005, jour de la finale de la première saison de The Ultimate Fighter, le 27 mars 2007, jour où il fut annoncé que les frères Fetida avaient acheté le Pride, ou encore le 6 octobre 2018, jour de l'UFC 229, le pay-per-view le plus suivi de l'histoire de la promotion. Toutes ces dates et d'autres encore sont gravées dans l'histoire de l'UFC et elles constituent des moments décisifs dans la construction du titan du divertissement que l'on connaît aujourd'hui. Mais au milieu de toutes ces journées, il y a la toute première, celle qui a entraîné les autres et celle où tout a commencé, le 12 novembre 1993, jour de l'UFC 1. Sorti tout droit du cerveau de Rorion Gracie, la soirée sobrement nommée The Ultimate Fighting Championship se voulait être une réponse à une question éternelle: quel art martial est supérieur aux autres ? Pour y répondre, Rorion s'associe avec Art Davie pour créer un tournoi de combat libre, faisant se confronter des experts de différents arts martiaux. Il engage le réalisateur John Milius, qui a notamment travaillé sur le film Conan le Barbare, pour l'aider à donner un visuel brutal à la soirée, et c'est ce dernier qui aura d'ailleurs l'idée de l'octogone. Il n'y a alors que 3 règles: pas de morsure, pas de coups aux parties intimes et pas de coups portés aux yeux. 7800 spectateurs se sont pressés à Denver pour observer cette nouvelle forme de combat libre. 86 000 téléspectateurs ont payé les $14,99 réclamés pour le pay-per-view, et juste comme ça, l'UFC est né. Comme on le sait, l'UFC 1 sera l'occasion du triomphe de Royce Gracie, le frère de Rorion, ce qui sera un coup de projecteur fantastique pour le jiu-jitsu brésilien, art martial notamment fondé par leur père Helio Gracie. Et même si c'est un fait acquis de nos jours, le fait qu'un Gracie remporte un tournoi créé par un Gracie a immédiatement soulevé des questions à l'époque. Des questionnements qui ont sans cesse été alimentés par différentes déclarations des combattants présents ce soir-là, par ceux qui ont refusé de participer à l'événement et même par Bill Wallace, commentateur de la soirée. Au fil des années, les théories se sont enchaînées, certaines avec un petit peu plus de substance que d'autres, et elles ont brouillé la frontière entre la fiction et la réalité. Vous vous en doutez, l'UFC n'est jamais revenu sur ses origines autrement que pour célébrer ce moment historique, et certains aspects un peu plus controversés de la soirée ne sont jamais vraiment évoqués publiquement. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui est reproché à la soirée, quelles controverses sont légitimes, et on va tenter de répondre à la question éternelle: la première édition de l'UFC était-elle truquée ? Avant d'entrer dans le détail, je pense qu'il est important de préciser quelle est l'idée générale derrière ces théories. Ce que beaucoup de personnes reprochent à la soirée est qu'elle n'aurait été mise en place que pour faire la promotion du jiu-jitsu brésilien. Cette perspective nécessite évidemment la victoire d'un Gracie et donc tout aurait été mis en œuvre pour s'assurer que Roy soit bien le grand gagnant de l'événement, quitte à altérer l'équité sportive de la soirée. Et quand je dis tout aurait été mis en œuvre, les soupçons se portent sur tous les aspects de l'événement, des tenues portées par les combattants jusqu'au choix préalable des athlètes qui allaient participer au tournoi, rien n'est passé au travers. Il faut commencer par dire que pour ce qui est du biais en faveur du jiu-jitsu brésilien, il est évident tout au long de l'événement, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu tricherie. Effectivement, l'UFC 1 est un encart publicitaire et cela est évident pour plus d'une raison. Les commentateurs font sans cesse l'éloge du JJB et du combat au sol d'une façon plus générale, et on retrouve également des proches de la famille Gracie à plusieurs postes clés. Par exemple, Rod Machado, qui présente la soirée, agit en tant qu'analyste et participe même aux commentaires de certains combats, était un des élèves de Rorion Gracie. Elio Viggio, l'un des 2 arbitres de l'événement, était un proche d'Helio Gracie et l'un des tout premiers disciples de ce dernier. Juste avant le combat principal, une cérémonie honorant Helio a pris place. Bref, la soirée appartient à la famille Gracie, elle sert à mettre en avant le sport familial, c'est un fait, mais même si c'était l'objectif premier, cela ne suffit pas à affirmer que l'UFC 1 était truqué. Une fois qu'on part tous d'une base commune et qu'on sait ce qu'on cherche, il est l'heure de s'attaquer aux accusations. Il faut savoir qu'il y a une foule de théories qui englobent l'UFC 1 et qu'il est difficile de naviguer entre ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas, souvent par manque de preuves. En croisant les sources, il y a 3 thématiques claires qui se distinguent et qui valent le coup d'être discutées ici, alors allons-y. On va commencer avec le premier volet, qui est probablement le plus documenté des 3, celui de l'équipement. L'une des anecdotes les plus connues sur l'UFC 1 est que la soirée a failli tout bonnement être annulée la veille. En effet, lors d'une réunion d'information la veille de la soirée, une dispute a éclaté entre le clan Gracie et le reste des combattants et a failli faire capoter toute l'opération. Le sujet de cette dispute serait ce qui a été perçu par les participants comme une tentative par Orion d'atteindre à l'équité sportive de l'événement. Pour comprendre ce point, il faut revenir un tout petit peu en arrière. L'idée de base de l'UFC étant de faire se confronter les différents arts martiaux, les organisateurs de la soirée ont envoyé un formulaire aux combattants choisis pour leur demander de spécifier l'équipement dont ils auraient besoin pour combattre. Mais lors de cette fameuse réunion, 2 nouvelles règles apparaissent de nulle part et vont fortement déplaire aux différents combattants. Alors que ce n'était pas du tout prévu, soudainement il est interdit aux athlètes d'user de bandes pour se protéger les phalanges, et si l'usage d'un gant était nécessaire dans le cadre de leur art martial, ils devaient user de gants dont la taille était comprise entre 6 et 8 onces. Évidemment, comme vous le comprenez bien, pour le boxeur Art Jimerson et le kenpoïste Zen Frazier, ce n'était pas idéal. Comme vous le savez sûrement, les bandes permettent de protéger la main et de drastiquement réduire les risques de blessures, et un gant de 6 onces est très petit pour un boxeur.
Selon plusieurs sources, dont lui-même, Zane Fraser aurait si mal pris cette tentative d'entourloupe de Rorion qu'il l'aurait menacé, et je cite, de commencer l'UFC dès maintenant. Vous l'aurez compris, la tension était à son comble, surtout qu'il était clair que Royce, lui, aurait le droit de porter son gi. Mais les boxeurs n'étaient pas les seuls lésés par ce nouveau règlement, les chaussures étaient interdites et cela a surtout affecté Ken Shamrock. Ce dernier est revenu à de multiples reprises sur cette situation, indiquant, et je cite, « Ils m'ont enlevé mes chaussures parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient à me retirer mon équilibre, Royce aurait une meilleure chance de me battre. » Ce sujet de l'équipement a beaucoup fait parler Shamrock, qui a également énormément critiqué le fait que Royce ait eu accès à son gi, ce qui est, selon lui, la seule et unique raison pour laquelle il a été capable de le battre. Alors que les tensions étaient à leur paroxysme, ce serait apparemment le sumotori Taila Tuli qui aurait mis fin au conflit. Il aurait signé sa dérogation médicale devant tout le monde en les encourageant à faire de même, ce qui aurait immédiatement apaisé les tensions. Dès lors, peut-on véritablement parler de triche si les combattants ont finalement accepté ce nouveau règlement? La frontière est fine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement fourbe et que ça s'intègre dans un long historique de malhonnêteté compétitive de la famille Gracie. Ce n'est pas suffisant pour affirmer que l'UFC 1 a été truqué, bien sûr, mais cela permet de voir qu'en plus d'être une façon de promouvoir le JJB, la famille Gracie met son poids dans le processus sportif pour donner des avantages clairs à Royce. Une stratégie qui est d'autant plus appuyée par la deuxième thématique, celle de la semaine mono en combat. Cette deuxième accusation est largement la moins dense des trois, mais elle fait parfaitement le lien entre les deux autres et elle appuie un peu plus l'atmosphère dans laquelle s'est tenu l'événement. Lors de leur arrivée à Détroit, les participants au tournoi sont tous pris en charge par un chaperon. Ce n'était pas simplement une courtoisie de la part des organisateurs, ces chaperons étaient chargés d'accompagner les combattants dans les seules salles de sport auxquelles ils avaient le droit de se rendre, qui ont été spécifiquement choisies par la famille Gracie, et ils étaient chargés de filmer les entraînements des autres combattants. Le but étant bien sûr de rapporter la vidéo à Rorion et à la famille pour qu'ils puissent les étudier. On n'a pas énormément de sources sur ce sujet spécifiquement, mais l'histoire la plus connue sur ce thème est une nouvelle fois celle de Zane Fraser. Il a rapporté des années plus tard que son chaperon désigné était Carlos Velante, un héritier de Rolls Gracie, et lorsque ce dernier a vu Fraser s'entraîner spécifiquement pour contrer le JJB, il l'aurait prévenu que les Gracie voudraient probablement éviter de l'affronter. Curieusement, il s'est retrouvé du côté opposé du tableau de Royce, tout comme Gérard Gordo qui prétend qu'il devait être le premier adversaire du représentant de la famille Gracie avant que les plans ne soient changés à la dernière minute. Selon plusieurs sources, il a finalement été décidé que Royce allait affronter Art Jimerson au premier tour parce que Rorion voulait absolument que son frère batte le boxeur du tournoi pour montrer la supériorité du JJB sur un sport aussi populaire que la boxe anglaise. Il faut surtout dire que stylistiquement, c'est un combat extrêmement simple pour un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, d'autant plus qu'il était de notoriété publique car Jimerson n'allait pas prendre beaucoup de risques pour l'UFC 1 car il était le seul à avoir touché un chèque de participation assez élevé et qu'il avait un gros combat de boxe de prévu contre Olrin Norris quelques mois plus tard. Il n'allait donc pas prendre le risque de se blesser et il était entendu qu'il abandonnerait assez vite. Globalement, il est plus que soupçonné que la famille Gracie se soit servi des enregistrements d'entraînement de la semaine pour ajuster son matchmaking et assurer à Royce le chemin le plus avantageux vers la victoire. On manque de preuves en revanche, il faut essayer de ne pas complètement sombrer dans la paranoïa et le complotisme, d'autant plus qu'Art Davie a répété plusieurs fois qu'il était en charge du matchmaking de la soirée. Une fois que vous avez cette information, libre à vous de le croire ou non car Art ne s'est pas toujours révélé être une source extrêmement fiable, qu'il s'agisse de l'UFC ou bien même de son temps au K1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est responsable de la déclaration la plus compromettante pour l'intégrité de l'UFC 1 et elle fonde d'ailleurs notre troisième thématique. La question que l'on va se poser pour cette troisième partie est la suivante. Comment ont été choisis les combattants? C'est une question que l'on ne se pose plus dans l'UFC moderne, mais en 1993, comment est-ce que cette toute nouvelle promotion a réussi à convaincre 7 combattants de venir s'affronter dans cet étrange tournoi aux règles nouvelles? Vous commencez à connaître la teneur des différentes théories qui entourent la soirée, et donc la question est immédiatement devenue, est-ce que Rorion a choisi les combattants lui-même car il voulait sélectionner des profils favorables pour son frère? Pour ça, il faut revenir sur chaque combattant et se demander comment est-ce que chacun d'entre eux a atterri là. J'aimerais bien prétendre qu'il m'a fallu de longues et minutieuses recherches pour obtenir la réponse à cette question, mais Zane Simon, journaliste pour Bloody Elbow, y a consacré un article entier il y a quelques années en recoupant plusieurs sources, donc je vais l'utiliser et je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir sur le processus de recrutement, c'est qu'il était extrêmement difficile d'attirer des combattants réputés. En effet, l'UFC n'avait jamais tenu de show, la teneur de la soirée était novatrice et particulière, et de l'aveu de Rorion et d'Art Davie, ils se sont retrouvés avec des combattants bien moins prestigieux que ceux qu'ils convoitaient initialement. D'ailleurs, plusieurs combattants n'étaient pas sûrs du déroulé de la soirée lorsqu'ils ont accepté d'y participer. L'exemple le plus connu étant Ken Shamrock qui s'est apparemment rendu compte que ce n'était pas scénarisé en voyant Gérard Gordo enfoncer son pied dans la tête de Taila Tuli. Étant donné que l'on était au début des années 90, l'essentiel du marketing de la soirée tenait sur des affiches de rue et des petites annonces placées dans des magazines spécialisés comme Black Belt par exemple. C'est d'ailleurs par ce biais que Ken Shamrock, Kevin Rosier et Art Jimerson ont rejoint le tournoi, non pas qu'ils aient vu eux-mêmes les annonces, mais on leur a recommandé via ce biais. Les organisateurs se sont vus recommander Taila Tuli directement par l'association américaine de sumotori car ils voulaient absolument un sumo dans l'événement. Le coach de Gérard Gordo l'a personnellement recommandé pour représenter la savate et le karaté. Patrick Smith a été recruté directement par Art Davie via un ami à lui avec des connexions dans le monde du kickboxing. Et enfin, Zane Fraser aurait été recruté après avoir gagné une bagarre contre Frank Dux dans le hall d'un hôtel tenant une convention d'arts martiaux à Los Angeles. Art Davie aurait vu l'action
de près et il l'aurait convié à participer au tournoi. J'étais sceptique sur la véracité de cette dernière histoire, mais il faut dire que c'est confirmé par plusieurs sources, donc en ce qui me concerne, l'histoire est officielle. Nos 8 hommes ne semblent donc pas avoir été triés sur le volet pour faciliter la tâche à Royce, et leur signature pour le tournoi semble bien avoir été majoritairement spontanée, d'autant plus que c'est Art Davie qui a été chargé de leur sélection. Mais du coup, pourquoi est-ce que cette partie est là? Quelle est donc cette déclaration d'Art Davie qui est compromettante pour l'intégrité sportive de l'UFC 1? Eh bien à l'époque, Rorion avait l'habitude de dire à qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas de lutteur lors de l'UFC 1 car tous ceux qui avaient été contactés avaient refusé de participer. Mais en 2010, Art Davie va raconter une histoire bien différente au site Sherdog. Il expliquera que même si Rorion n'était pas intervenu dans le choix des combattants, il avait spécifié avant même que la recherche ne commence qu'il ne voulait aucun lutteur dans le tournoi. Selon moi, cette information est cruciale car par la suite, on a pu avoir un aperçu de l'efficacité de la lutte contre le JJB, notamment via Dan Severn qui a été le premier combattant à emmener Royce Gracie en eau profonde. D'ailleurs, il n'y avait pas de Samboïs non plus lors de l'UFC 1. C'est d'autant plus étrange que la lutte est un art martial dans lequel les États-Unis excellent et que le centre d'entraînement olympique est à quelques kilomètres de là où s'est tenu l'UFC 1. Comme je l'ai déjà dit, il faut prendre tous les propos d'Art Davie avec des pincettes, mais il n'est pas le seul à questionner cette absence de lutteur. Une fois qu'on a toutes ces informations, il est temps de répondre à la question que l'on se pose depuis le début de la vidéo. L'UFC 1 était-il truqué ? Évidemment, les combats qui ont eu lieu le soir de l'UFC 1 n'étaient pas arrangés et il a fallu que Royce batte chacun de ses adversaires. Mais ce serait malhonnête de simplement considérer que les avantages qu'il a reçus sont mineurs. Si toutes les accusations sur lesquelles on manque parfois un peu d'informations sont avérées, il n'y avait pas de lutteur spécifiquement pour éviter que Royce affronte un style contre lequel le JJB souffre. Le tableau des combats a été spécifiquement construit pour lui offrir des combats favorables et plusieurs de ses adversaires n'ont pas pu porter l'équipement qu'il voulait alors que lui si. Si le mot truqué peut sembler fort, il est indéniable que l'équité sportive n'a pas été respectée car les combattants n'avaient clairement pas tous les mêmes chances de gagner. Par honnêteté intellectuelle, il m'est impératif de mentionner que la communauté a tendance à s'emballer lorsqu'il s'agit de la famille Gracie car ils n'ont pas une bonne réputation, notamment en ce qui concerne le sujet de la compétition. Rorion ne s'est pas contenté de mettre sur pied l'UFC, il a soigneusement orchestré la réussite de son frère tout en ayant confiance en la supériorité du Jiu-Jitsu, sauf pour ce qui est de la lutte visiblement. Il faut aussi dire que le JJB n'était pas très populaire à l'époque, aux États-Unis du moins, et que le succès de Royce a eu l'effet escompté pour le business familial. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur l'UFC 1 et peut-être même que je vous ai appris quelques trucs. Les doutes sur la première édition de l'UFC ne cesseront pas avec cette vidéo, et ils ne cesseront jamais d'ailleurs. Nul doute qu'il y a encore des secrets cachés, mais honnêtement, je doute qu'on ait droit un jour à toute la vérité. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, on se reparle bientôt les mecs, prenez soin de vous. Comme d'habitude, si vous voulez rejoindre la Ligue Verdict, c'est gratuit, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et on se reparle bientôt les gars, il y a bientôt sûrement des petits lives un peu spontanés qui vont pop un peu de nulle part sur YouTube. L'idée ça va être, quand il y a une actu un peu chaude, bam, peut-être un petit live pour discuter avec vous, ou même d'une façon plus globale pour revenir sur des soirées. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça aussi, et on se reparle bientôt, salut l'équipe.